Quelle est la situation aujourd'hui, le 29 mars, soit 18 jours après l'accident? Donc actuellement, les piscines de combustible paraissent relativement stabilisées. Depuis le début, ça a été l'enjeu majeur. L'enjeu majeur, pourquoi? Parce qu'après les explosions qui ont eu lieu en partie haute, les piscines sont à l'air libre. À l'air libre, ça veut dire que si l'eau s'en va des piscines, fuit des piscines, vous allez avoir des rejets extraordinaires dans l'environnement du fait de la rupture des assemblages combustibles. Là, dans l'état actuel, les piscines sont réalimentées en eau douce en provenance d'une barge qui est placée sur l'océan à proximité de la centrale et alimentées par des circuits intérieurs à l'installation. Donc une certaine stabilisation. Par contre, il y a encore 3 réacteurs qui étaient en fonctionnement au moment de l'arrêt qu'il faut continuer à refroidir. Donc au début, les actions ont été de mettre de l'eau de mer. L'eau de mer, ça a été efficace pour refroidir, mais l'inconvénient, ça conduit à avoir des dépôts de sel, à avoir des cristallisations à l'intérieur. Et le risque, c'est d'avoir des vannes qui se ferment mal, d'avoir des circuits qui se bouchent et qui empêcheraient la remise en service de systèmes de refroidissement. Donc de ce point de vue-là, actuellement, le fait de remettre de l'eau douce est quelque chose qui améliore la situation. Par contre, on est quand même très loin d'avoir une situation qui se rétablit. Pourquoi? Parce qu'actuellement, ce qui est fait, c'est apporter de l'eau extérieure et ce n'est pas encore avoir de l'eau à l'intérieur qui est refroidie par un système de l'installation. Et donc là, actuellement, cela conduit à avoir des rejets permanents de vapeur d'eau et également d'eau liquide dans les bâtiments. Et on voit qu'actuellement, cette eau liquide dans les bâtiments conduit à retarder, à compliquer les interventions pour redémarrer des circuits électriques. Il faut rappeler que l'objectif qui a été mis en place par l'exploitant TEPCO, ça a été bien sûr de mettre de l'eau dans les cœurs pour refroidir, mais également de trouver des moyens pour refroidir par des systèmes internes à l'installation ces cœurs de réacteurs. Donc pour ce faire, ils essayent de redémarrer des circuits internes de refroidissement en ramenant des circuits électriques, en les connectant, en redémarrant des pompes et en essayant de faire tourner le circuit de refroidissement. Les difficultés sont, que les bâtiments sont pleins d'eau, donc mettre en place des circuits électriques, c'est très difficile. Deuxièmement, est-ce que les équipements à redémarrer fonctionneront? Ça, ils ne le savent pas et ils sont amenés à en changer. Et troisièmement, même si le courant arrive, les pompes tournent, est-ce que les débris dans le réacteur, est-ce que le sel qui est à l'intérieur conduiront à ce que le refroidissement se fasse? Donc encore beaucoup d'inconnus. Que sait-on sur les réacteurs actuellement? Il est clair que dans les 3 réacteurs, on a affaire à une fusion partielle importante du combustible. Dans le réacteur numéro 1, il paraît très probable que l'enceinte de confinement et la cuve sont encore intègres. Donc la fusion est dans la cuve et par contre, on a un certain confinement autour. Les réacteurs numéro 2 et 3, par contre, c'est différent. Là, à la fois les cuves et à la fois les enceintes ne sont plus étanches et on doit avoir actuellement un rejet continu de faible ampleur par rapport au début, mais qui se poursuit. Donc si on fait un résumé un peu global de la situation, actuellement, on est encore dans une étape où l'exploitant apporte de l'eau et on pourra dire qu'il y aura un début de rétablissement quand l'exploitant aura mis de l'eau dans les cœurs et pourra les refroidir de l'extérieur. Donc maintenant, la conclusion que l'on pourrait faire, c'est on a une sorte d'enlisement de la situation, puisqu'il faut encore refroidir, ça va prendre du temps, mais par contre, ce n'est pas pour autant que la situation s'est aggravée. Une grande différence entre l'accident qui a eu lieu à Fukushima et celui de Tchernobyl, c'est qu'à Tchernobyl, il y a eu un pic de puissance en fonctionnement du réacteur qui a expulsé le bouchon supérieur, la dalle qui était au-dessus du réacteur. Le cœur s'est retrouvé à l'air libre et en plein fonctionnement en quelque sorte. Et donc vous avez eu donc une expulsion brutale d'énergie et un début d'incendie lié aux barres de graphite qui étaient à l'intérieur. Je vous rappelle que le graphite, c'est du charbon ultra pur, donc vous avez eu un feu. Donc un cœur à l'air libre, un feu qui a duré 10 jours, vous avez maximisé les rejets. Dans le cas de Fukushima, il n'y a pas de feu et l'enceinte de confinement, qui est un bloc de béton, elle est encore présente, même si elle est inétanche. Donc il y a des rejets, bien sûr, mais les rejets se sont quand même limités par le fait que que la barrière de confinement crée un effet retard, entraîne des dépôts à l'intérieur et limite donc les rejets. Les piscines actuellement sont à l'air libre, effectivement, mais il faut savoir qu'en fonctionnement normal, donc quand le réacteur fonctionnait normalement, il y avait au-dessus des piscines un bâtiment, une toiture.
Cette toiture, par contre, a été soufflée par l'explosion qui a eu lieu au début de l'accident et il avait été prévu dans la conception de ce réacteur que cette partie-là puisse être soufflable. Parce que si vous avez un accident dans le réacteur, vous avez des combustibles qui vont se retrouver à l'air dans la cuve. Étant à l'air dans la cuve, vous dégradez les gaines de combustible et vous produisez bien sûr de la vapeur d'eau, mais également de l'hydrogène. Et l'enjeu de départ de l'exploitant, ça va être bien sûr de refroidir, mais également d'éviter que l'enceinte de confinement monte en pression. Pour éviter qu'elle monte en pression, à un moment donné, il faut ouvrir une valve à l'extérieur. C'est ce qu'ils ont fait, sauf que là, au lieu que les évents aillent vers l'extérieur par la cheminée, ils se sont retrouvés dans le bâtiment et ils ont explosé en partie haute au-dessus de la piscine. Donc maintenant, la piscine est à l'air libre. Normalement, elle n'était pas à l'air libre, mais dans un bâtiment. La centrale de Fukushima, effectivement, a été dimensionnée pour résister à des agressions externes naturelles, notamment les séismes, mais également les tsunamis, puisque la plateforme sur laquelle est le bâtiment réacteur était à environ 6,50 m de hauteur par rapport au niveau de la mer. La difficulté, c'est que là où on a eu affaire à un séisme d'une énergie extraordinaire, magnitude 9, qui a été accompagné par une vague de tsunami qui a été d'environ plus de 7 mètres, entre 7 et 10 mètres. Et donc la plateforme qui était calée à 6,50 m n'a pas suffi et donc il y a eu un passage de l'eau sur la plateforme qui a conduit à inonder les bâtiments électriques et à faire perdre notamment à la fois les circuits électriques et également les prises d'eau de refroidissement. Il faut quand même savoir que lorsqu'il y a eu le séisme, immédiatement le réacteur s'est arrêté et son système de refroidissement de secours s'est mis en route. Il a fonctionné pendant 1 heure sans problème, tant que n'était pas arrivée la vague. Dès que la vague est arrivée, inondation et perte des circuits électriques, perte de la source froide, et à ce moment-là, la situation devient dramatique. Par le passé, au Japon, il y a eu des tsunamis de grande importance. Maintenant, je pense que les Japonais vont regarder à nouveau leur centrale en réexaminant les hauteurs à prendre en compte pour les différents sites. Il a été observé dans l'environnement de la centrale des traces de plutonium, donc cela signe qu'effectivement, dans le cœur, il y a eu des dégradations très importantes et une fusion partielle du cœur. Donc de ce point de vue-là, il est clair que pour que l'on ait du plutonium dehors, les températures atteintes dans le combustible ont dépassé 1800 degrés. Donc de ce point de vue, on peut dire que ça confirme le fait que dans les cuves elles-mêmes, le combustible est très dégradé et en fusion. Est-il sorti des cuves? Ce n'est pas évident complètement. Pour le réacteur numéro 1, a priori, la cuve est encore intègre. Donc c'est dans la cuve. Les réacteurs numéro 2 et 3, on ne peut pas exclure que la cuve ait pu être dégradée par du corium avec un début de passage de morceaux de corium, d'écoulement de corium en dessous de la cuve. C'est probable, mais pas encore démontré. Pour revenir au plutonium, il faut savoir que le plutonium se déplace lentement dans l'environnement. C'est un produit assez lourd. Pour information, si on reprend l'accident de Tchernobyl, le cœur à l'air, un feu pendant 12 jours qui maximise les rejets, le plutonium a été détecté en quantité importante, j'allais dire que jusqu'à environ 30 km. Donc ce que l'on pense pour Fukushima, du plutonium on en verra bien sûr, mais ça sera limité au proche environnement du site. Est-ce que c'est 1 km, 2 km, 500 mètres, je ne peux pas le dire. Il est bien clair que comme à chaque fois qu'il y a un accident de par le monde, la démarche de sûreté qui est mise en œuvre dans tous les pays occidentaux et donc la France, c'est d'en tirer les enseignements. Que fait-on? On va regarder les causes, les circonstances, les conséquences et voir quels sont les éléments qu'il faut analyser et regarder pour améliorer, s'il le faut, la sûreté. Dans le cas présent, bien entendu, on va regarder les effets liés au séisme et les effets liés, par exemple, à des tsunamis, mais il est bien évident que déjà en France, les installations ont été dimensionnées pour résister à des niveaux de séisme très élevés. Et deuxièmement, en France, on ne craint pas des vagues de tsunamis du niveau de celles qui ont été observées au Japon. Pour information, quand on parle de tsunami en France, on parle à des niveaux de vagues de l'ordre de 0,50 m à 1 m. Donc en gros des niveaux de vagues qui correspondent à des grandes marées ou à des tempêtes sur la mer. Par contre, je pense que les enseignements importants qui vont être à regarder, c'est plutôt de travailler encore plus qu'on ne le fait actuellement sur des états dégradés. On va postuler, je pense, des états où on va dire on a perdu telle chose et de combien de temps on dispose, quels sont les moyens pour rétablir la situation. Faut-il faire venir de nouveaux circuits, de nouveaux éléments? D'où viendraient-ils? De combien de temps on dispose? Quel personnel il faudrait?
quelle gestion de crise ferions-nous? Donc vous voyez, on va à la fois regarder le dimensionnement avec les démarches normales, en ayant plusieurs niveaux de protection pour éviter l'accident, et on va passer encore plus qu'on ne le faisait actuellement derrière, en postulant une dégradation et en se disant, malgré tout, tout ça n'a pas fonctionné, même le système ultime n'a pas marché, et qu'est-ce qu'il faudrait faire? En France, pour le dimensionnement au séisme, la démarche est la suivante. Tout d'abord, il faut évaluer le plus gros séisme qui peut survenir dans la zone géologique concernée. Donc que fait-on? On regarde la sismique instrumentale depuis environ 100 ans qui vous donne des données, la sismique historique qui vous donne des données sur environ 1000 ans, parce qu'en l'an 1200 quelque chose, le curé a vu qu'il y avait un séisme et le clocher était de travers. Et puis en plus, on regarde la tectonique, c'est-à-dire les terrains et donc le niveau de séisme qu'on peut atteindre. Donc là, des spécialistes commencent à regarder, ça a été fait pour chaque centrale bien sûr, examinent quel est le niveau de séisme qui peut survenir. Quand ce niveau de séisme a été défini, la règle retenue en France, c'est d'ajouter un niveau de 0,5 en magnitude. Donc si on a évalué le plus gros séisme possible, par exemple de magnitude 6, pour le dimensionnement, on va prendre la magnitude 6,5. Mais quand vous avez un niveau de séisme, une énergie, ce n'est pas traduisible facilement en termes de dimensionnement. Après, ce qu'il vous faut, c'est traduire la magnitude en un spectre fréquence, accélération à appliquer sur un bâtiment. Et quand vous avez ça, les personnes qui conçoivent le génie civil peuvent concevoir le bâtiment. Donc dans ces conditions, vous avez des codes de dimensionnement, vous avez des méthodes de construction qui en plus vous apportent des marges. Les codes donnent des marges, les méthodes de construction donnent des marges. Donc on a un ensemble de marges qui apparaissent depuis la définition de l'aléa sismique, les codes utilisés et puis la réalisation de l'installation. Les installations sont revues tous les 10 ans à minimum et donc elles sont réexaminées, j'allais dire, sur toute leur culture. Donc lorsqu'on voit un point à améliorer, cela conduit à des plans d'amélioration de l'installation et on peut dire qu'actuellement EDF, sur ces différentes centrales, est en permanence en train de faire des améliorations pour tenir compte de l'expérience de son fonctionnement et pour tenir compte également d'éléments nouveaux qui ont été observés dans les examens de sûreté. Une centrale n'a pas une durée de vie illimitée. L'objectif, c'est de faire régulièrement un check-up de la centrale, de voir son niveau de vieillissement, de le pronostiquer pour les années à venir. Et dans le cas où la centrale atteint un niveau de vieillissement qui ne peut pas être, je dirais, amélioré, à un moment donné, il faut l'arrêter. Donc, quelle durée de vie exactement? On ne peut pas le définir a priori. Il est clair qu'elles ont été conçues pour un minimum 30-40 ans. Quelle sera la durée de vie à ce stade-là? Aucun pronostic. Ce ne sera que du cas par cas, centrale par centrale, en regardant la réalité de l'installation, de son exploitation, de son vieillissement, pour voir ce qui peut être fait et s'il n'y a rien à faire, de l'arrêter. Fessenheim, sa date d'arrêt, pour l'instant, je ne la connais pas. Actuellement, il va y avoir une réévaluation dans le cadre des opérations post-Fukushima. Donc tout le monde a entendu que l'Europe avait lancé une action de stress test, en gros une démarche un peu comme pour les banques. Et donc cette démarche de stress test va être faite pour toutes les centrales françaises. Et s'il est observé, comme l'a dit le président de la République, s'il est observé une centrale qui ne le passe pas, elle sera arrêtée. En matière d'agression par les avions, si on parle de ceci, il y a deux types d'agression. Il y a l'agression, je dirais, par un accident imprévisible d'un aéronef. Et pour ce type d'événement, il y a des règles de dimensionnement qui prennent en compte certains types d'avions. Après, il y a un deuxième risque, c'est la malveillance, c'est-à-dire un terroriste qui volontairement voudrait agresser une centrale en venant se jeter sur la centrale par un avion. Il y a également dans ce domaine-là des dispositions qui sont examinées, mais là on rentre dans des données très confidentielles et je ne suis pas habilité à en parler. En matière de sûreté, on n'est jamais certain de tout, par définition. Il est clair que l'accident, ça peut toujours arriver, bien sûr. Par contre, le rôle de l'expertise de sûreté, le rôle de l'autorité, c'est de prendre toutes les dispositions pour le rendre le plus improbable possible. Et lorsqu'on a dit ça, il faut également en permanence postuler qu'un accident, cela peut arriver, et prendre des dispositions pour, s'il devait arriver, protéger l'environnement. C'est ce qui est fait en France, notamment avec les plans d'urgence et avec tous les exercices qui sont menés périodiquement. En France, il y en a environ une vingtaine par an,
où on s'entraîne tous ensemble, les pouvoirs publics, l'IRSN, les exploitants, à préparer l'improbable.